Saviez-vous que les attaques par phishing coûtent environ 500 millions de dollars par an? Bienvenue sur cette chaîne dédiée à la technologie en général et à la cybersécurité en particulier. Aujourd'hui, nous parlerons de phishing ou hameçonnage. Le phishing est un type d'attaque par ingénierie sociale. Le but est de tromper un utilisateur afin qu'il révèle des informations critiques ou personnelles. C'est le moyen le plus facile pour obtenir des informations sur une cible. Par exemple, la location d'un serveur email ne coûte pas cher ou le piratage d'un serveur email est une autre option. La génération également d'un mail à envoyer à la cible ne prend pas beaucoup de temps. Voici les principales caractéristiques d'une campagne de phishing. Les textes avec des fautes d'orthographe, de grammaire, la demande de mot de passe ou numéro de carte bancaire par email. Une tactique d'hameçonnage courante consiste à susciter un sentiment de peur ou d'urgence pour pousser quelqu'un à cliquer sur un lien. Autre caractéristique, si une banque vous offre de l'argent alors que vous n'êtes pas client, ou si vous recevez un message vous informant que vous avez gagné un concours auquel vous n'avez pas participé, ou vous demandant de cliquer sur un lien pour recevoir un prix. L'autre caractéristique, c'est qu'il faut faire très attention aux URL dans les emails. En cas de doute, ne surtout pas cliquer et contacter le service informatique. Il existe plusieurs types de phishing. La première s'appelle spear phishing. Donc c'est l'utilisation de vraies informations d'une personne afin de créer un email qui semble légitime. Donc la cible est généralement une personne ou une organisation spécifique. Autre type de phishing, c'est le walling. C'est une campagne de phishing dont la cible est un haut dirigeant dans une entreprise. Ça peut être un directeur, un PDG, un directeur des ressources humaines. Autre type de phishing, c'est le vishing. C'est du phishing via un appel téléphonique. Le but est de se faire passer par exemple pour la police ou un agent des impôts, etc. Les fraudeurs créent souvent un sentiment d'urgence pour convaincre la victime de divulguer des informations sensibles. Autre type de phishing, c'est le smishing. Donc c'est une attaque par phishing, mais via SMS. Que vous avez déjà dû recevoir un SMS qui vous incite à cliquer sur un lien pour faire une déclaration d'impôt, par exemple dans l'urgence, ou un SMS qui vous dit que vous avez reçu une réduction de moins 60% sur un abonnement que vous n'avez pas. Donc ça, c'est un exemple de smishing. On fait un petit focus sur la partie hoax. Donc un hoax, c'est une histoire fausse sur un sujet spécifique. Le but est de décrédibiliser une personne ou une société. Un hoax est généralement déployé via les réseaux sociaux. Donc ça peut également dériver sur une campagne de phishing. L'autre focus, ce sera sur l'URL que vous avez dans les emails de phishing. Le pirate informatique va utiliser ces URL au lieu des URL légitimes. Donc le but est de vous rediriger vers des pages malveillantes. Donc cette technique s'appelle aussi le farming. Comme exemple de farming, c'est l'utilisation d'une URL qui ressemble à une URL légitime. C'est du typo-squatting. Par exemple, dans l'URL que vous aurez dans votre campagne de phishing, supposons que ce soit france24.fr, au lieu de l'écrire, il va l'écrire, donc le pirate informatique va écrire cette URL comme si elle ressemblait à l'URL légitime. Donc au lieu d'avoir par exemple france24.fr, on aura france24.fr avec 2 A. Mais si l'utilisateur ne fait pas attention déjà à cette orthographe, il va cliquer et être sûr qu'il va sur France24 alors qu'il est en train de cliquer sur un site qui va le rediriger vers une page malveillante. Autre exemple de farming, ça peut être la modification d'un enregistrement DNS sur un serveur DNS. Donc pour information, un serveur DNS, c'est un serveur qui va contenir des enregistrements qui font la correspondance entre une adresse IP et un nom de domaine. Donc si le pirate arrive à accéder à un serveur informatique, il est en mesure de faire croire qu'un site web se trouve sur une certaine IP alors que ce n'est pas le cas. Donc le but derrière, c'est de rediriger l'utilisateur sur une page spécifique malveillante afin de voler ces informations. Donc ça, c'est les deux options possibles, soit modification d'un serveur DNS, soit modification en local sur la machine. Pour se protéger contre le phishing, il existe plusieurs méthodes. Par exemple, la sensibilisation des utilisateurs. Autre point important, c'est que votre mot de passe ne sera jamais demandé par email ou par téléphone.
Donc, il n'y a que vous qui êtes au courant de votre mot de passe et personne ne le demandera. Il faut également faire attention aux messages qui vous demandent d'exécuter une action en urgence, envoyer de l'argent. Donc dans le doute, vous pouvez toujours appeler la personne pour demander est-ce que c'est vraiment toi qui as demandé ce virement. Autre mesure de protection, c'est de ne surtout pas cliquer sur un lien qui paraît suspect. Donc le point important, je pense, c'est la sensibilisation régulière sur les nouvelles techniques de phishing, parce que même les plus expérimentés peuvent tomber dans le piège. Dans la deuxième partie de cette vidéo, nous parlerons d'un cas de phishing pour vous expliquer un peu à quoi ressemble un mail de hameçonnage. Donc je vous présente cette capture d'écran, c'est un email que j'ai reçu il y a quelques jours où la personne se fait passer pour Netflix. Donc là, déjà, la première question à vous poser, c'est est-ce que vous avez un abonnement Netflix ou pas? Si ce n'est pas le cas, ça ne sert à rien d'aller plus loin, ne cliquez surtout pas. Si vous avez effectivement un abonnement Netflix, il va falloir faire attention à plusieurs points que j'ai marqués en rouge. Donc le point par exemple 1 là, c'est pour montrer le caractère urgent d'une campagne de hameçonnage. Vous allez toujours avoir un message du style important, urgent dans l'objet du mail. Le deuxième point, c'est l'adresse email qu'il faut surtout faire attention et bien vérifier. Si c'est Netflix qui vous envoie un mail, dans le domaine ou dans le nom, l'expéditeur du mail, vous aurez Netflix. Et ça doit correspondre bien évidemment à l'URL de Netflix. Autre point, ça peut être également que le message a été envoyé, c'est un message qui n'est pas personnel. Vous avez un bonjour, c'est un message générique, c'est très très rare. Vous aurez bonjour suivi de votre nom d'utilisateur. Le quatrième point, c'est les fautes d'orthographe qui en général, dans les campagnes de hameçonnage, généralement il y a des fautes d'orthographe quand c'est pas bien fait, mais ce n'est pas le seul critère, mais en général vous aurez des fautes d'orthographe. Donc dans le point 4 par exemple, vous pouvez constater qu'il y a pas mal de fautes d'orthographe dans cette phrase. Le cinquième point, c'est le bouton qui va vous rediriger vers une page qui n'est pas la page de Netflix. Donc là, si je passe ma souris, vous pouvez vous rendre compte que l'URL derrière ce bouton n'est pas netflix.com. Donc c'est un moyen de pouvoir le détecter, c'est en passant juste la souris sans cliquer, il ne faut surtout pas cliquer. Et vous allez voir en bas de la page l'URL correspondante. Le dernier point, c'est l'adresse dans la signature. Là, vous allez voir que la signature, c'est Jotform, qui est une plateforme qui permet de générer des formulaires, je pense. Et ce n'est pas Netflix. Donc ça, c'est un autre point qui permet également de voir que ce message ne vient pas de Netflix. Pour continuer l'analyse, je vous propose de voir également l'entête de ce message. Donc pour exporter l'entête de ce message, vous pouvez cliquer sur ce bouton et copier le contenu. Une fois que vous avez copié le contenu, vous pouvez aller sur mxtoolbox.com et coller le contenu dans ce champ. Vous pouvez cliquer sur le bouton et vous aurez plusieurs informations. Les premières informations sont sur la partie démarque, SPF et DKIM, qui sont trois informations importantes dans tout ce qui est email. Donc SPF, c'est Sender Policy Framework, qui permet aux propriétaires d'un domaine d'autoriser des adresses IP ou non à envoyer des emails pour ce domaine. Ainsi, quand un serveur reçoit un message, il peut vérifier si l'émetteur du message est autorisé à utiliser ce domaine. Donc pour faire une déclaration de SPF, il faut faire un enregistrement TXT sur un serveur DNS. Le deuxième point, c'est DKIM, Domain Keys Identified Mail, qui permet d'ajouter une signature numérique à chaque message envoyé. Ainsi, quand un serveur reçoit un message, il peut vérifier l'authenticité du message. Donc ça veut dire que le message n'a pas été altéré ou modifié par exemple. Troisième point, c'est DMARC, Domain-Based Message Authentication, Reporting and Conformance. C'est un système de validation d'email qui permet d'empêcher les pirates informatiques d'usurper l'identité d'un domaine. Pour cela, DMARC utilise SPF et DKIM que nous avons vu précédemment. Pour des emails non conformes, 3 actions sont possibles avec DMARC: ne rien faire, mettre le mail en quarantaine ou rejeter l'email. Donc ce sont ces 3 points-là qui vont permettre de sécuriser l'email et également réduire les attaques par phishing. Et juste pour information, ce n'est pas parce que un mail a traversé tous les filtres SPF, DKIM, DMARC qu'il est forcément légitime. Donc après, ce sera à l'appréciation de l'utilisateur. Ensuite, vous avez d'autres champs sur MX Toolbox, dont notamment les entêtes, qui
vont vous présenter plusieurs informations, dont par exemple X-Originating IP, c'est l'adresse IP de l'expéditeur. Vous avez dans le return path l'adresse email qui sera utilisée quand vous allez cliquer sur le bouton répondre. Vous avez les résultats du SPF dont nous avons parlé précédemment. Il y a d'autres champs dont par exemple le X-Apparently2 qui contient l'adresse email du destinataire. Vous avez le numéro de l'email, le message ID, c'est un numéro unique. Et ensuite vous avez d'autres champs comme par exemple le sujet de l'email, le champ tout qui contient également le destinataire de l'email. Dans Authentication Result, vous avez des informations sur la partie SPF, DKIM dont nous avons parlé précédemment. Donc en fonction de l'email, vous aurez plus ou moins ces champs dans l'entête. À présent, nous allons voir comment est catégorisé l'URL qui se trouve derrière le bouton Vérifier votre identité. Donc quand j'ai passé ma souris tout à l'heure, j'avais une URL. On va prendre cette URL, on va l'analyser sur un site web qui s'appelle VirusTotal, qui en fait c'est une base de données qui va permettre pour chaque domaine de catégoriser des domaines en disant ce domaine est OK ou ce domaine n'est pas bon. Vous pouvez constater que 8 vendeurs ont catégorisé cette URL comme malveillante. L'autre information importante, c'est qu'en face de chaque vendeur, vous avez la catégorie associée, donc soit malveillante, soit phishing, soit spam. Pour terminer, sachez qu'il existe des sandbox, c'est des bacs à sable qui vont permettre de tester ce qui se passe quand on va sur une URL malveillante. Donc si vous ne voulez pas, par exemple, infecter une machine ou un ordinateur ou un serveur, la manière la plus sécurisée de le faire, d'accéder à une URL malveillante, c'est d'utiliser un bac à sable ou sandbox. Comme exemple d'éditeur de sandbox, vous avez FireEye, Broadcom, McAfee, Fortinet, etc. Il y en a plusieurs. Et vous avez également des sites web en ligne gratuits qui permettent de tester des URL malveillantes. Par exemple, Joe Sandbox permet de voir ce qui se passe quand vous allez ouvrir une page web, les processus déclenchés, les effets de bord sur la machine virtuelle, qu'est-ce qui se passe derrière. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de m'avoir écouté. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà été victime d'une campagne de phishing ou hameçonnage. À bientôt.